tous. Du coup, l'échange des présentations fait que ça va être plutôt pas trop mal. Parce que du coup, je vais aborder quelques questions qui ont été posées à la fin de la présentation de mon collègue Meurthe-et-Mosellan. Donc là, on va plus dans les Vosges. Moi, c'est Amandine Durpois. Je suis dans l'unité de recherche Aster à Mirecourt, où on a une installation expérimentale et je vais vous parler de un petit témoignage autour de l'installation expérimentale. Je vais passer vite sur quelques diapos, sinon je ne tiendrai jamais les 10 minutes. On parle d'expérimentation système à l'INRA de Mirecourt depuis 2004. Cette installation, elle a eu une vie un peu, avec des phases de recherche différentes depuis les années 60. En 2000, on est passé en expérimentation système et en démarche de conception pas à pas. Le système qu'on conduit depuis 2016, il est dans la continuité de ce qu'on faisait entre 2004 et 2015 sur des systèmes autonomes et économes, axés très bovin-lait. En 2016, nous, on s'est posé la question de la concurrence de l'usage des terres est-ce que je nourris mes animaux ou est-ce que je nourris directement les hommes. C'est pour ça qu'on a décidé que nos herbivores allaient être en herbivorie stricte et que sur nos 240 hectares, on va faire, nous, avec les ressources du milieu, donc à peu près comme ce qui a été dit juste avant, et on va vraiment produire que ce qu'on peut produire, et c'est-à-dire qu'on va gérer nos effectifs en fonction de ce qu'on produit par an. Donc on a 135 hectares de prairies permanentes, 105 en rotation, et sur ces 105 en rotation, on a toujours à peu près un tiers en prairies temporaires. Dans prairies temporaires, j'entends aussi luzerne. Donc on a des règles sur l'autonomie dans le sens autonomie fourragère, parce qu'on n'est pas autonome sur tout, vous imaginez bien. On achète du fuel, de l'électricité, des semences de taureaux, des semences fermières, enfin des semences pour les cultures ou pour nos prairies temporaires. Et du coup, on a décidé de diversifier nos productions végétales. Pour information, on partait d'un système typique lorrain en bovin-lait et en grande culture, enfin polyculture élevage. Donc on est allé sur un système diversifié autant sur les cultures que sur les animaux. Donc on a gardé notre troupeau bovin, on avait 2 troupeaux bovins, on n'en a fait qu'un, d'une centaine de vaches laitières. À la base, on a un troupeau 50% Holstein, 50% Montbéliard, où on a fait du croisement effectivement pour diminuer le gabarit des vaches, augmenter les taux et pâturer au maximum. On veut sortir tôt, rentrer tard, sur des systèmes qui sont des parcelles très argileuses. Donc en mars et en novembre, c'est un petit peu compliqué. Donc il vaut peut-être mieux avoir un petit croisement jersey qu'une grosse Holstein de 800 kg pour sortir en mars et rentrer en novembre. Pour pouvoir diversifier d'un point de vue animal, on a décidé de passer en monotraite, que ça soit pour l'histoire de concurrence, reproduction, production par rapport à nos vaches, mais également par rapport à du temps de travail. On est 10 techniciens, il y a 10 techniciens sur l'installation expérimentale, ça équivaut à peu près à 3,5 ETP. On a nos 100 vaches laitières en monotraite, on essaye de grouper les vélages au printemps pour avoir un groupe de petites génisses assez compactes pour pouvoir les faire adopter par des vaches nourrices et élever nos génisses sous vaches nourrices. L'adoption a lieu en ce moment et le sevrage aura lieu au mois de novembre à la rentrée en bâtiment, ce qui fait qu'on arrive à véler à 24 mois. Les autres animaux qu'on a, on a une troupe de brebis en plein air intégral, donc pour faire de l'agneau de l'herbe. On va avoir à peu près 130 brebis, donc les races, on va être en Texel Suffolk pour nos brebis, et puis on va annieler dès la première année, donc nos agnelles vont avoir des béliers charmois. Donc sur nos 70 hectares de culture annuelle, donc on a plus de culture à destination de l'alimentation animale. On a une vingtaine d'espèces par an, donc vous avez à peu près le détail sur le diaporama. Voilà, et donc après la variable d'ajustement, c'est la troupe de porc qui... L'année dernière, on n'a pas eu de troupe de porc, cette année on en a qui arrive dans peu de temps là. En fait, on va dimensionner la troupe de porc en fonction des issues de tri de nos cultures annuelles.
Donc on fait beaucoup de mélanges et on va aussi trier, on va trier avant départ. Et donc en fait, je vais dimensionner la tourbe de porc en fonction de ces issues de tri. Et ces porcs sont destinés à les pâturer une dernière année de luzerne. Du coup, pour baser un peu la présentation sur l'autonomie, bon, vous avez compris, plus protéique, les sources d'informations qu'on a, c'est nos systèmes d'information sur l'installation expérimentale. Il y a un collègue qui travaille sur le bouclage des cycles avec les réseaux écologiques. Et là, on a décidé de vous faire un focus sur la priorisation de l'usage des fourrages, la priorisation des stocks, quoi. Et un peu quelques résultats sur des porcs charcutiers et des agneaux de boucherie. Donc pour nous, les principaux leviers de l'autonomie, c'est maximiser le pâturage. Donc nos vaches sortent à peu près 250 jours par an. Donc à Mirecourt, dans les Vosges, on est à 300 mètres d'altitude et on a à peu près 800 mm de pluvieux par an. En fait, c'est le stock fourrager qui va être notre levier. Et du coup, si on n'a pas assez de stock, eh ben, on va réformer des vaches plus rapidement. C'est vraiment ce levier-là qui est important, parce qu'on s'interdit d'acheter tout simplement de l'aliment pour nos animaux. Du coup, effectivement, comme c'est écrit sur la diapo, notre outil n'est pas saturé. On ne va pas dimensionner le nombre d'animaux en fonction de la saturation de nos outils, mais vraiment sur la question de faire avec les ressources qu'on a sur notre ferme. Donc ce petit graphe montre un peu comment on réfléchit la priorisation de nos foins. Donc sur la première partie à gauche, vous avez la ration hivernale et à droite la complémentation estivale. Et en fait, vous voyez bien que dans nos systèmes, en fait, on n'a que des animaux en fort besoin. Parce que si on veut véler à 2 ans, eh ben, nos petites génisses, qu'on se le dise, il faut qu'on leur donne après sevrage quand même des foins de qualité pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais on va toujours privilégier du coup les vaches laitières et les animaux en croissance. Et c'est pour ça qu'on va avoir aussi en récolte des pailles de consommation. Donc j'entends paille d'avoine, paille d'orge, qu'on peut donner en complémentation estivale, surtout pour les vaches taries. Alors j'essaye d'aller vite. Un petit focus sur les productions laitières. Du coup, comme je vous ai dit, on essaye de grouper nos vélages au printemps, mais on a quand même des rattrapages à l'automne. Pour faire un petit focus sur une année, on va prendre l'année 2018, donc c'est les petites couleurs, enfin les dates en rouge. Donc sur le graphe, vous avez au-dessus l'année maximum, en bas c'est le minimum mensuel pour l'année. Entre parenthèses, le nombre de vaches à la traite en moyenne par mois. Et vous avez en fait, tout simplement la moyenne, c'est la courbe, quoi. Et donc en fait, on peut voir que nos systèmes, comme vous en doutez bien, ils sont vraiment dépendants de la pousse de l'herbe. Et du coup, sur des années où nos maximums, où on avait un printemps qui était plutôt favorisant pour la pousse de l'herbe, avec une sécheresse automnale, fait qu'en fait, on a des variations et des animaux qui on répond pas. Je suis désolée, ça fait un peu écho à la présentation d'avant, mais on ne va pas dimensionner la ration. Les vaches vont vraiment faire avec ce qu'elles ont ce qu'elles ont en pâturage, quoi. Si on fait un tout petit focus un peu sur les performances techniques un peu hétérogènes, là vous avez les résultats de 2 typologies pour les porcs charcutiers au-dessus et pour les agneaux de boucherie en bas. Vous avez la légende sur la gauche qui vous montre en fait qu'on a plusieurs types d'animaux en fonction des années qui s'expliquent par la conduite, par les années et puis par la génétique différente qu'on peut avoir, parce que dans les agneaux en bas on va avoir autant du Texel, du Suffolk, du croisé Texel-Suffolk, mais également du Charmois, femelle comme mâle, qui sont destinés à la boucherie. On peut aussi voir, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'apprentissage, et l'apprentissage de nos techniciens. Pour 2018-2009, vous voyez le petit, qui prend une grosse part en 2018, où c'est poids abattage plus, poids carcasse plus, où en fait, on était au-dessus large des 16-20 kg de poids carcasse demandés par la filière. Donc nos agneaux partent pas à 45 kg, mais plus à 42, 43, pour pouvoir faire 16 à 20 kg en poids carcasse. Et du coup, en fait, on a des techniciens qui étaient 100% bovin-lait à la base, et du coup, on apprend aussi sur la finition et la conduite de ces animaux en pâturage. Donc ces agneaux, ils sont finis qu'à l'herbe, donc sur des prairies temporaires.
Et pour les porcs, c'est à peu près la même chose, sachant qu'on va aussi avoir la pousse de la luzerne qui joue énormément pour la croissance de ces animaux. L'année 2019, sur une bande, on n'avait que deux types de porcs. Mais on n'a jamais une bande qui est homogène et c'est pas ce qu'on cherche. Si on rentre 30 porcs, on ne veut pas faire sortir 30 porcs. Et ça s'explique aussi par les débouchés qu'on va avoir. D'où ma diapo d'après. En fait, en étant sur des systèmes très autonomes comme ceux-là, en dimensionnant la troupe en fonction de ce qu'on produit, et ben en fait, on n'a pas la même offre d'une année à l'autre. Du coup, ce qui oblige à s'adapter avec la filière ou les filières avec lesquelles on travaille. Et en fait, on déplace un peu ce milieu, comment dire, il y a un transfert de dépendance aux conditions de milieu vers des acteurs des filières ou des territoires. Pour donner un exemple, nous, nos agneaux, on est en préparation de mise-bas. La mise-bas a lieu en avril, ce qui fait qu'on va finir des agneaux qui vont partir de juillet à décembre. Du coup, on va être sur le territoire, on va travailler avec d'autres agriculteurs qui sont plus en bergerie. Et du coup, il y a une production tout au long de l'année. Je n'ai pas dit, mais on est en agriculture biologique aussi. Voilà. Du coup, toutes nos productions, elles sont fortement saisonnées. Du coup, en fait, la question, c'est quand même, ça pose une grosse question, et c'est une question qu'on travaille d'un point de vue recherche, sur comment on valorise ces produits-là et comment on travaille avec des différents circuits. Je vais vous donner un exemple de la valorisation des porcs charcutiers. Du coup, nous, on a la chance d'avoir un abattoir, on va dire, ruminant à 7 km de Mirecourt et un abattoir porc à 45 km, ce qui facilite un petit peu les choses pour pouvoir faire partir 2 à 3 porcs par semaine. Sauf que, comme je vous ai dit, l'année dernière, j'avais pas de porc. Du coup, la boucherie avec qui je travaille, je lui dis une année, voilà, je t'en fournis 30, je t'en fournis 40, et l'année d'après, j'en fournis 0. Ça pose la question aussi de où on se fournit, parce qu'on n'est pas naisseur, on est seulement engraisseur. Donc si on aide à se développer un naisseur sur le territoire, quid de l'année où on ne fait pas de porc. Donc ça pose quand même des questions. Du coup, on déplace cette question de la dépendance. On s'adapte à ce qu'on fait, mais du coup, comment on travaille avec les filières, quoi. Je crois que je vais te voler. Juste pour conclure très rapidement, nos systèmes ils sont basés sur l'autonomie. Je suis passée rapidement sur la diapo où on parle de la répartition des flux d'azote en fait, au sein de nos systèmes, où ils sont basés à 74% sur l'intégration culture-élevage. On voit bien que nos principaux leviers d'adaptation, c'est la gestion des stocks, que ce soit en fourrage comme en animaux. Et on apprend à travailler avec une hétérogénéité des performances biotechniques, avec des queues de l'eau, avec des agneaux qui sont finis rapidement, avec par exemple des agneaux qui ne sont même pas sevrés avant de partir à l'abattoir, et avec d'autres qu'on garde beaucoup plus longtemps. Mais du coup, ça oblige à travailler avec les filières en amont comme en aval. Je vais vous donner l'exemple du naisseur, mais je peux vous donner l'exemple de la boucherie ou de Nebio où on valorise nos agneaux. Et du coup, on travaille pas mal avec des agriculteurs du secteur aussi sur l'histoire d'avoir de répondre à la demande malgré notre forte saisonnalité, mais du coup d'autres font autrement sur le territoire. Et du coup, cette complémentarité permet en fait de fournir toute l'année des animaux du coup qui sont de types différents, parce que des agneaux de bergerie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas la même chose que des agneaux finis à l'herbe. Voilà. Je voulais pas vous mettre une telle pression. Trop tard. Excusez-moi. On peut prendre un petit temps d'échange et je veux bien ouvrir le bal. Jérôme, ensuite, je l'ai oublié tout à l'heure, on passe à la trappe, prendre la suite. Comment on fait pour gérer sur un plan humain une complexité telle? Vous avez plutôt fait le focus sur la partie animale, mais il y a aussi... Je suis zootechnicienne. Hein. Une palanquée, mais personne n'est parfait. Une palanquée de culture. Comment on fait pour conduire tout ça de front? Il y a un peu la question en filigrane tout à l'heure par Jérôme sur la main-d'œuvre. J'adresse un peu la même question. On parle beaucoup. Certains pourront dire qu'on a la réunionite aiguë, mais en fait, je rajoute un petit truc, c'est qu'on n'a pas de chef d'exploitation.
Et en fait, on est un groupe qui réfléchit aux orientations de la ferme, donc constitué d'ingénieurs comme de techniciens. Les cultures, on ne va pas se lancer sur des nouvelles cultures sur des grandes surfaces. Nos parcelles, en moyenne, elles font 3 hectares en prairie permanente et en moyenne 4 hectares en rotation, entre guillemets. On ne va pas se lancer sur 4 hectares de chia, qu'on se le dise clairement. On va travailler aussi avec la COP avec laquelle on travaille, sur des petites surfaces, sur des tests, sur ce genre de choses. Et puis, on fait part de l'intelligence collective. Ce que je n'ai pas dit, c'est que, en fait, moi, je travaille aussi sur l'installation expérimentale, au partage, enfin, à l'acquisition d'apprentissage et au partage d'échanges de savoir et d'expériences avec d'autres, donc des élèves comme des agriculteurs. Et du coup, on se sert aussi de l'évolution. Et un de nos travaux, c'est aussi de tracer les trajectoires dans la ferme. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant derrière. Après, des fois, on n'est pas d'accord. Du coup, il faut quand même trancher. Le fait d'étaler cette diversité de cultures, en fait, on a étalé les travaux. Avec avant, où on avait plus de surface en culture d'hiver, maintenant, on va avoir des surfaces avec un peu plus de culture de printemps, voire d'été, enfin, tournesol, sarrasin, qui décalent réellement, quoi. Et du coup, on a moins de pointes du côté culture en termes de travaux. Mais du coup, on lisse un peu toute l'année. On nous donne le temps aussi d'aller sur le terrain, de faire des choix. La première récolte de sarrasin n'a pas été simple. À quel moment on y va, à quel moment on n'y va pas, quoi. Mais du coup, c'est vraiment des questions et que nous, on suit, qu'on argumente pour pouvoir derrière retracer aux agriculteurs. Ok, merci. Chapeau. Jérôme. Oui, c'était un peu la même question que toi. Je vais la reposer peut-être un peu différemment. Enfin, moi, je trouve que c'est un système très intéressant qui multi-activités, multi-ateliers, multi-élevage, complémentarité, diversité, circularité. Enfin, on peut mettre beaucoup de qualificatifs derrière. Alors, par contre, je me pose la question d'en dehors d'un cadre expérimental, de sa reproductibilité. C'est-à-dire comment, enfin, parce que derrière tout ça, il y a quand même une complexité, quoi, une exigence aussi de temps de travaux, etc. Et voilà, comment est-ce qu'on peut transférer ce prototype ou ce modèle à des Alors, exploitations normales? je suis pas sûre qu'on veuille. On n'est pas un démonstrateur où on dit voilà ce qu'on fait. On fait ça, faut le reproduire. L'idée, c'est qu'on a vraiment adapté avec nos ressources, quoi. Et avec des parcelles où on peut pas sortir toute l'année et autres. Et le vin, c'était pour nous la solution pour sortir toute l'année vu qu'elles sont en plein air. Pour d'autres, c'est sûrement pas ça la question. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a guidé nos choix. Comment on a construit ce système, mais on va pas dire reproduire ce système très diversifié. On n'est pas un démonstrateur, on ne donne pas une recette pour dire il faut faire exactement de la même façon, quoi. Et dans toutes les visites qu'on mène, on est vraiment sur comment on le conçoit et quelles sont les règles qui nous poussent à faire ça. Et après, quelles sont les innovations. Il existe des fermes très diversifiées en polyculture élevage et effectivement se pose la question quand même de l'hyperdiversification. Il y a un moment, on arrive en tension en termes de temps de travail, en termes de main-d'œuvre disponible. Et du coup, c'est une vraie question quand même sur à quel moment c'est pas le point de rupture de hyperdiversifier. Là, on se calme un peu, nous, personnellement à Mirecourt. On estime qu'on a énormément diversifié. Du coup, en 2016, on n'avait que des vaches et puis des cultures, certes, sur des rotations de 6 à 8 ans, mais on n'avait pas ces vocations-là, quoi. En peu de temps, on a énormément diversifié, ce qui posait question sur le travail en tant que tel et les salariés présents, les salariés qui ne sont pas tous salariés, mais on a quand même pas mal de CDD, qui travaillent et comment ils apprennent aussi. Et du coup, voilà, je décale un peu la réponse. Mais on veut pas que notre objectif n'est pas de reproduire ce système à l'identique ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On me dit dans l'oreillette que non, mais si. Benoît, dernière question du coup. Et après, il y a un peu d'hypoglycémie. On va aller régler ça. Ouais. Et est-ce que vous avez des données économiques là-dessus? Parce que moi, ça... Pourquoi pas, quoi, mais... Ouais. Alors, du coup, effectivement, là, j'ai pas du tout parlé d'économie. L'ancien système, par exemple, qu'on a mené de 2015 à 2016, on a fait, de 2004 à 2015, pardon, on a fait les études économiques au bout de 10 ans sur aussi la capacité à rémunérer le travail agricole. Donc, toutes ces données sont faites. On a toutes les données pour le faire et en fait, on se donne les 10 ans d'expé système pour vraiment pouvoir analyser ça pour le retraduire en agricole. Du coup, faudra peut-être venir nous voir ou regarder, mais ça va sortir dans quelques années.
ou revenir. Ouais. C'est une belle invitation pour une prochaine journée. Merci.